Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. J'ai le sourire et il faut garder le sourire. L'heure est grave. Bon, c'est du troll bien sûr, mais bon, c'est vrai que ça fait un peu chier. Vous allez voir, on va commencer direct. Mais en fait, aujourd'hui, on est le lundi 16 mai 2022. On est dans la 8e semaine consécutive de baisse sur les prix du Bitcoin. Et donc, ça fait chier. Voilà, on va démarrer sur une introduction comme ça. C'est la 8e semaine de baisse. 7 clôturé, 8e depuis aujourd'hui. Donc j'espère que tout le monde va bien. Je fais un appel à la prudence et je fais un appel surtout à la sérénité. Ça sert à rien de paniquer. On prend les pertes, on les prend tous, moi y compris. Donc globalement, alors il y a toujours des gens qui sont l'exception, mais c'est 1 sur 100, voire 1 sur 1000. Donc on prend tous des pertes actuellement. Et donc l'idée c'est plutôt de se resserrer et de s'entraider plutôt que de chacun dans son coin de se morfondre. Donc j'espère que vous allez bien. Je vous propose de passer sur mon PC. C'est assez condensé et je vais vous parler de l'actu parce qu'en fait la baisse de prix, les 7 semaines consécutives de baisse, il y a une raison. Donc je vais vous expliquer comment, pourquoi, deux trois news et après on fait la suite du drama sur Luna. Vous allez voir, c'est quand même intéressant parce que c'est aussi lié au prix du Bitcoin parce que vous allez voir qu'il y a des... Enfin, c'est très lié et on va voir qui les vend et qui les achète. Donc ça, c'est aussi intéressant. Donc je tiens à vous dire avant de démarrer que euh, c'est une vidéo qui risque d'être un peu négative, mais c'est pas moi qui veut être négatif, c'est plutôt que c'est les news qui sont négatives. Et du coup, on va regarder ça d'un point de vue global et qu'est-ce qu'on pourrait en tirer. Donc écoutez, je vous propose de passer sur mon PC, je vous montre ça et on parle d'actualité en premier. Je ne sais pas si vous le savez, mais je vous le dis, à Shanghai, ils sont confinés depuis 6 semaines. Ok, vu que ça fait 6 semaines qu'ils sont confinés, et en fait, ce qu'ils veulent à Shanghai, c'est le zéro Covid. Ils veulent que plus personne ait le Covid, mais ils n'y arrivent pas. Donc ça fait 6 semaines que tout le monde est bloqué et ils intensifient le confinement. Et en fait, Shanghai, c'est une grande mégapole au monde qui gère, enfin, où il y a beaucoup d'activités économiques. Donc si les gens peuvent plus bosser, peuvent plus consommer, etc., ça peut commencer à créer un problème s'ils peuvent plus aller travailler. Et notamment en Chine, c'est un pays producteur. Donc c'est important de le dire. Vous allez voir où je vais en venir, c'est important de le dire parce que ça fait partie des scénarios qui font que depuis 7 semaines, le prix du Bitcoin baisse. Et c'est pas tout. Je vais vous parler qu'il y a aussi maintenant qui vient s'ajouter à la guerre, au Covid, et en plus de ça, maintenant on a une crise alimentaire. C'est-à-dire que, en fait, alors je ne le savais pas, je l'apprends, mais il y a eu l'année 2022 a été une grosse année de sécheresse. Et du coup, qui dit grosse année de sécheresse dit très peu de récoltes. Donc en fait, alors je vous dis pas ça pour se plaindre ou quoi que ce soit. Je vous dis juste ça pour vous dire que il y a une tension sur les prix des matières premières d'un point de vue global. Ok. D'un point de vue global, c'est-à-dire c'est toutes les matières premières. Ça peut être le pétrole, ça peut être la nourriture, ça peut être l'huile de tournesol, ça peut être le gaz. Alors le gaz et le pétrole, hein, c'est surtout lié à la Russie, le tournesol aussi, mais il y a eu une hausse globale de tout. Même le papier il a augmenté. Donc tout a augmenté, le PQ, tout, le blé, etc. Donc en fait, donc, on voit bien qu'il y a une inflation massive. Et en fait, là, en plus de ça, maintenant, il y a une crise alimentaire. Et l'Inde, qui est l'un des plus gros producteurs au monde de blé, ils ont fait un embargo. Un ou une, je ne sais pas si c'est masculin ou féminin, mais du coup, ils ont bloqué la vente de blé aux autres pays. C'est-à-dire que eux, ils gardent le blé pour eux, mais c'est normal. Hein, chaque pays joue son truc. Enfin, je peux le comprendre. Je veux dire, le pays a besoin de nourrir ses propres habitants avant de nourrir les autres. C'est tout à fait normal. C'est le réflexe humain de protéger ses proches. On va dire ça comme ça. Donc là, du coup, vu qu'il y a un embargo, bah, ça a encore en plus un impact sur les prix. Donc là, ils disent qu'en gros, alors j'ai pas été voir les prix, mais le prix du blé augmente incroyablement. Et ils se demandent même jusqu'où ça va arriver. Ensuite, concernant alors je vous fais le truc global. Hein. Et concernant la guerre, bah, on voit que en Ukraine, ça augmente. Enfin,
l'attaque s'intensifie et ça va même au-delà avec d'autres pays qui sont commencés à être impactés et tout. Et on voit que en fait ça fait 2 mois et demi qu'on a une guerre et que ça ne s'arrête pas. Donc à la base, pour ceux qui me connaissent depuis maintenant un moment, je mettais un système de nuages et de soleil. Malheureusement, ça j'ai dû l'arrêter parce que je vous avais dit qu'en fait, du coup, tant qu'il y a une guerre, tout, tout est lié pour aller dans le mauvais sens, on va dire. Donc dans ce cas-là, vous pourrez me dire, bah ouais, mais t'avais juste à mettre une pluie. Ouais, mais en fait, on est lié par des décisions. C'est-à-dire que, en fait, ce que je veux vous dire maintenant, c'est que toute chose a une fin, bonne ou mauvaise. Donc, vu que toute chose a une fin, une fois qu'on aura signé la fin de la guerre, bah en fait, on peut très bien avoir un recover total de tout, comme on avait eu à l'époque, un peu au niveau de la crise Covid. Sauf que là, ça commence à durer longtemps. Et comme ça dure longtemps, on ne voit pas encore le bout du tunnel. Donc en fait, tout ce que je viens de vous dire là, que ça soit Covid en Chine, augmentation des prix, guerre, en fait, tout ça, ça mène à l'augmentation des prix et à la hausse des taux d'intérêt. Donc là, on voit que, conséquence directe, on voit que pour ceux qui me suivent et qui sont inscrits à la newsletter, j'ai commencé à vous le dire hier soir, donc là maintenant je vous le redis à l'oral, donc on est à la 1, alors chaque bougie c'est une semaine, 1, 2, 3, 4, 5 semaines, 6 semaines, 7 semaines, on est à la 8e semaine de baisse consécutive sur le Bitcoin, et ça, je crois que c'est historique, je crois que ça n'était jamais arrivé autant de semaines différentes de baisse, et en plus de ça, on a l'impact sismique interne, c'est-à-dire l'explosion du stablecoin et de l'écosystème Terra, qui fait qu'il y a eu aussi une accélération récente de la baisse. Et en fait, on voit que même que la baisse a été la baisse est allée en dessous du support anti-bear market. Enfin, ça, par contre, ça, c'est ma propre appréciation personnelle. Et du coup, vous pouvez écouter d'autres personnes ou faire votre propre analyse. Ça, c'est juste un avis personnel. Ce support-là anti-bear market, bien qu'il a été identifié par du monde. Mais je vois que, alors là c'est en weekly, je vois qu'il n'a jamais clôturé en dessous. C'est-à-dire qu'on est venu visiter en dessous et tout de suite rachat. Ok, en daily, donc là je vais vous mettre maintenant une bougie égale une journée. Et en fait en journalier c'est pareil. On est venu clôturer proche, on est passé en dessous, on est remonté direct. On n'a jamais clôturé en dessous. Pareil, on est descendu en dessous, on est remonté. Et depuis ce temps-là, et la zone verte c'est la zone... de support. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait moi à titre personnel? J'avais acheté, alors peut-être à tort, peut-être que c'est une grosse connerie et que c'est beaucoup trop prématuré, c'est possible, parce que toutes les news que je vous ai annoncées avant, on n'en voit pas la fin du tunnel. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est un catalyseur déclenchant qui serait ultra positif, qui nous emmènerait à une détente globale de tout, ça serait la fin de la guerre en fait, parce que c'est ça le pire des scénarios, puisque en fait ça bloque tout. Ça bloque l'économie, ça crée des tensions. Le seul truc positif, c'est le marché de l'armement. Okay, alors, je dis pas positif dans le sens que c'est bien. Je dis positif d'un point de vue des échanges internationaux. Là, pour vendre des armes, là, il y a des échanges. C'est là où je veux en venir. Je dis pas que c'est bien. Au contraire même, d'ailleurs. Je dirais même le contraire. Mais peu importe. Du coup, tant qu'il n'y a pas une détente au niveau de la guerre, en fait, on n'aura pas de détente au niveau de l'inflation. L'inflation continue. On vient d'avoir les chiffres aux États-Unis, là, pour le mois dernier, toujours aussi fort. Plus que attendu. Okay, et on voit que maintenant, suite à ça, il y a en plus d'autres éléments qui viennent. Donc en fait, on est dans un... Ce que je veux vous dire, c'est qu'en prenant du recul, on est dans une zone macro. Donc, c'est-à-dire une zone économique où c'est ultra casse-gueule en fait. Et quand c'est ultra casse-gueule, le plus important, c'est la préservation du capital. C'est ce que je veux vous dire. C'est de préserver son capital. Après, on peut le gérer d'une manière... que chacun la gère de la manière dont il le souhaite, bien entendu. Mais c'est vrai que là, ça commence à faire longtemps qu'on baisse. On était à 68 000. On est descendu à 25. Maintenant, on est à 30. Donc, de 68 à 30, c'est plus que moins 50%. Donc, normalement, tout le monde ici dans le chat doit s'être pris un moins 50% minimum. Et j'imagine. Normalement, tout le monde ici devrait avoir pris un moins 50%. Et je vais aller voir le chat si vous voulez témoigner pour voir ce que vous dites. L'Ukraine résiste aux Russes
Donc, fin de la guerre, c'est pas pour tout de suite. Et exactement, c'est ce que je dis, c'est que on voit pas la fin du... On voit pas le bout du tunnel, en fait, si vous voulez, pour le moment. Bien que, du jour au lendemain, il peut y avoir un truc, les deux mecs, ils se téléphonent, ils se mettent d'accord, ils lui lâchent un peu de terre, l'autre, il est content, et peut-être que tout va se terminer. C'est tout à fait possible. La crise a bon dos. Peut-être. Mais je sais pas par où tu veux en venir à Yo Crypto, mais j'en suis sûr que 50% des augmentations sont des industriels qui en profitent. Ah bah ça évidemment, chacun va tirer son épingle du jeu. Yes, c'est la hausse des prix, c'est pas moi, c'est la hausse des prix. À un moment, il y avait le Covid, on disait, ah bah c'est pas moi, c'est le Covid. Après, il y a eu la guerre, ah bah c'est pas moi, c'est la guerre. Puis, mais oui, mais il y aura toujours une raison pour essayer d'augmenter les prix, évidemment. Évidemment, et je pense que même que du coup, les prix augmentent plus vite que la hausse des matières. Je suis d'accord, hein. L'Ukraine résiste aux Russes, donc fin de la guerre, c'est pas pour tout de suite. Bon, ok, il n'y a pas trop de commentaires. Donc on continue. Donc du coup, le truc, c'est que il y a bien un moment où tout ça, comme je vous disais, toute chose a une fin. Il y a bien un moment où ça va se terminer. En tout cas, ce que je vois, c'est que même malgré ça, donc on voit que là, on est à la 8e semaine consécutive de baisse, mais même malgré ça, en fait, le BTC, il n'a pas encore, je dis bien encore, hein, il n'a pas encore breaké son support anti-bear market. Donc tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Par contre, si le break en dessous, on va se retrouver, on risque très certainement de se retrouver dans la prochaine zone qui avait fait résistance. Donc on peut se retrouver très bien 14 000, 15 000, je pense. Après, attention, tant que ça n'a pas été cassé au sud, j'ai gardé espoir à titre personnel. Donc ce qui serait bien, maintenant ce qui serait bien, ça serait de pouvoir, vu que ça fait quand même 8 semaines consécutives de baisse, ça serait bien d'avoir au moins un petit truc comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça, qui pourrait nous protéger un petit peu, enfin qui pourrait nous permettre de respirer un petit peu. D'ailleurs, il y a une erreur dans mon graphique, le support il est pas là, il est là. La résistance elle est pas là, elle est là. Voilà. Elle est là. Donc ça veut dire que, hop, ça voudrait dire que ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait un petit truc comme ça, parce qu'en fait, ça serait possible vu que ça fait 8 semaines consécutives de baisse. On va pas non plus baisser... en fait, même dans tous les bear markets, il y a toujours des rebonds. Okay, même si on est en bear market, pour ceux qui pensent qu'on est en bear market, même si on est en bear market, bah, il peut y avoir des rebonds. Et puis si on est, pour ceux qui pensent qu'on est toujours en bull market, bah, si on est en bull market, il pourrait y avoir un reversal à un moment. Et ça pourrait être là. Ça pourrait être l'occasion de tout trouver. Donc en fait, j'avais mis une petite zone... moi, je me suis mis une petite zone en verte que je surveille à titre personnel. Et puis je vais voir comment ça va réagir ici. Pour l'instant, j'ai vu que ça avait dérapé un peu, mais pas de clôture. Alors avec volume, hein, par contre. Mais le volume, il a été repris pour être clôturé au-dessus. Ça, je trouve que c'est bien. Les trucs comme ça, je trouve que c'est plutôt positif pour le moment. Après, honnêtement, je vous dis un truc. Tant qu'il y aura des taux d'intérêt qui seront élevés, en fait, les prix vont se tirer vers le bas comme un aimant. Et ça, c'est valable pour les cryptos. Et si vous regardez à droite, c'est aussi valable pour les actifs à risque, notamment aux États-Unis, à Wall Street. Donc moi j'ai envie de vous dire bon courage parce que c'est pas encore gagné, mais ça serait cool d'avoir un petit rebond et à ce moment-là de voir pour certains qui voudraient se dérisquer ou alors si ça perce derrière on pourrait retrouver carrément oublier la zone qui est en dessous et regarder le truc comme ça et retrouver un retour à la normale et ça ferait plaisir. Alors voilà, donc maintenant faut voir ce qui va se passer. Donc on a encore le temps de voir ce qui va se passer. Alors peut-être que ce soir, tout va se déclencher. Mais bon, pour le moment, il faudrait voir. Donc en fait, là, il y a des news qui sont intéressantes. C'est que là, il y a Nayib Bukele, donc j'allais dire le patron, c'est un peu ça, le président du Salvador, il dit demain, il y a 32 banques centrales et 12 autorités financières de 44 pays qui vont se réunir au Salvador pour discuter de l'inclusion financière, de l'économie numérique, de la bancarisation et des non-bancarisés, du déploiement du Bitcoin et de ses avantages dans notre pays. Ça, c'est balèze quand même. Et quand je regarde la liste, parce qu'il a mis la liste de tous ceux qui seront présents, bah, je trouve que c'est cool parce que c'est des pays qui ont... Alors, on peut dire que c'est des petits pays, hein, on peut regarder. Alors, Sao Tomé, Paraguay, Angola, Ghana, Namibie, Ouganda, Guinée, Madagascar, Haïti, Burundi... Donc il y a beaucoup de pays d'Afrique, Gambie,
Jordan. Jordan, ça doit être la Jordanie. Eswatini, ça je connais pas. Honduras, Madagascar, Maldives, Rwanda, Népal, Kenya, Pakistan, Costa Rica, Équateur, Banque centrale du Salvador, Égypte, Jordanie, Nigeria, Sénégal, République dominicaine, Mauritanie, Congo, Arménie, Bangladesh. Donc c'est des pays qui ont des besoins en fait. Ça c'est des pays qui cherchent des solutions et qui peuvent avoir des besoins. Et donc le besoin qui pourrait répondre à leurs demandes, ça pourrait être le Bitcoin. Et ça, c'est quand même quelque chose de bien, parce que si on passe d'un paradigme où c'était que nous, les investisseurs, qui achetaient les cryptos, et que demain on a que les petits pays se regroupent et utilisent ça pour solutionner leurs propres problèmes qu'ils ont dans leur propre pays, bah là ça pourrait être très intéressant. Donc ça, franchement, alors on avait eu aussi la réunion entre Bukele et Erdogan en Turquie, où ils avaient beaucoup discuté de ces sujets-là, mais suite à ça, on n'a pas eu de news. Donc est-ce qu'ils travaillent sur le sujet, etc. J'en sais rien, mais ça serait intéressant de voir la réflexion de la Turquie là-dessus. Donc ça, c'est cool. Deuxième bonne news, parce qu'il n'y a pas que des mauvaises news, ok ? Là, je vous ai parlé d'un sentiment macro global, mais la crypto, elle est toujours, la technologie, c'est toujours la même. Il y a quand même une adoption qui se crée, et on le voit que ça peut aider aussi des pays et des banques centrales. Donc maintenant, il faut voir de quelle manière et comment ils vont y arriver. Mais en tout cas, Nayib Bukele, c'est un bon ambassadeur du Bitcoin, on va dire ça comme ça. Alors ensuite, on a Grayscale qui viennent de lancer leur premier fonds en Europe. Ça, c'est cool aussi. Okay, coté à la bourse de Londres, à la bourse italienne et à la Dutch Bourse. Donc c'est cool, on va avoir des fonds crypto qui vont arriver sur les bourses en Europe, et ça c'est plutôt positif. Alors c'est des futurs ETF, hein, c'est des ETF. Donc ça c'est cool parce que c'est les premiers, et ça pourrait être les premiers d'une longue liste. Alors je vais regarder ce qui se dit. Ça va être très intéressant ce rassemblement. Ouais, grave. Le DOT sera à combien sur le BTC à 14K ? Ah ben le DOT il peut aller à 3$, il peut aller à 4$. Hein. Si le BTC va à 14K, le DOT pourrait facilement aller à 3-4$. Hein. Mais bon, honnêtement, pour l'instant, c'est pas mon scénario favori. J'y accorde de plus en plus de l'importance, mais c'est pas mon favori. Enfin, ça le sera quand on aura breaké, comme j'avais dit tout à l'heure. Pour l'instant, je le regarde, je me dis que ça pourrait arriver, alors je le prends en compte, mais pour l'instant, j'attends. Que des pays d'avenir, exactement. Les Turcs vont mettre le veto. Il faut l'unanimité au niveau de l'OTAN, ou alors ils vont demander leur adhésion à l'Union Européenne en contrepartie. On n'est pas sorti de l'auberge. Du gradience, transition parfaite. En parlant de l'Union Européenne, on a eu la Commission Européenne qui a fait ils ont balancé une news, comme par hasard au moment où il y avait eu le problème des stablecoins. Et la Commission Européenne favorise l'interdiction des stablecoins à grande échelle. Donc qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, en gros, ils se sont rassemblés et ils ont dit que... Alors, je vais vous le lire. Voilà, c'est là. Alors, attention, parce que là, avant que je vous parle de la news, je vais vous dire quand même attention sur ces genres de news, parce que là, c'est aussi du sensationnel. C'est-à-dire que ces news-là, c'est juste un avis de la commission. Il n'y a pas eu de vote pour l'instant, il n'y a rien en fait pour l'instant. C'est juste c'est à l'échelle de l'idée. Et même quand ça sera voté, quand la Commission européenne vote quelque chose pour que les États membres appliquent les lois qui ont été votées par la Commission européenne, parce que c'est la Commission européenne qui décide. Hein. En fait, ils amorcent le truc et à la fin, c'est la Commission qui décide. Le Parlement, Enfin, on l'a fait courte, mais en gros, le Parlement européen, il sert à rien. Même s'ils sont d'accord ou pas d'accord, il n'aura pas la décision, c'est la Commission. Donc, ce que je veux vous dire, c'est juste que c'est encore le stade de l'idée. Mais de toute façon, même aux États-Unis, ils veulent arriver à ça. Ok ? Avoir le CBDC qui fait foi et écarter tout le reste. Mais je vais vous en parler. Donc, pour l'instant, c'est le stade de l'idée. Et ce que je veux vous dire, c'est que même si ils votent et qu'ils en arrivent à là, okay, au ban du stablecoin, à l'échelle de la Commission européenne, c'est-à-dire que s'ils le font, le jour où ils signent ce truc-là,
et ben en fait, il faudra au moins 2 ans pour que les États membres appliquent la loi qui aura été promulguée par la Commission européenne. Ce que je veux vous dire par là, c'est que même si ça arrive, et certainement que ça arrivera à moyen long terme, mais on a encore le temps. Ok, ce que je veux dire, c'est quand il y a une news comme ça, il faut surtout, ça sert à rien d'être alarmiste parce que il y a rien qui a été signé. C'est juste un document qui a été divulgué, que quelqu'un a lu et qui a répété. Mais il n'y a pas de vote, il n'y a pas eu de discussion officielle pour le moment. Ok, donc faut bien prendre le truc tel qu'il est. Ok. Donc pour l'instant, c'est juste ça, c'est au stade de la discussion. Mais c'est quand même intéressant de voir ce qu'ils disent. Et du coup, ils disent les responsables semblent se rallier au vu des ministres des Finances de l'Union européenne qui ont proposé des mesures strictes. Donc ils proposent, ok ? Ils proposent des mesures. Mais ils n'ont pas signé ni quoi que ce soit. Et ça, c'était avant. C'est-à-dire qu'ils ont proposé des mesures strictes comme le truc de Facebook. En fait, tout est venu du truc de Facebook à la base. Parce qu'en fait, quand ils ont vu un géant américain arriver et qui voulait en fait créer une monnaie, ils se sont dit oh là là, on va donc ça veut dire qu'on va donner notre pouvoir régalien à une entreprise et ça pose problème. Ça pose problème aux institutions et ça pose problème aux pays et aux banques centrales. Et du coup, vu que ça pose problème, tout de suite faut réguler. C'est tout à fait normal. Donc le premier problème, ça a été avec Libra de Facebook. Et du coup, ils avaient émis cette idée à l'époque, mais du coup, vu que Libra, ils ont abandonné à cause de ça, parce que tout de suite, la réglementation s'est rebiffée, et c'est normal. Et en fait, ils avaient demandé d'exiger l'arrêt de l'émission si les transactions dépassent 1 million par jour. Donc en fait, ce qu'ils veulent, c'est pas forcément tout interdire, mais c'est de mettre des contraintes qui sont tellement dures, qu'en fait il s'arrêtera d'elle-même. C'est pour avoir un peu le beau rôle, c'est un peu de la communication, c'est de dire j'interdis pas, mais je vais vous mettre des trucs tellement stricts que ça deviendra inutilisable. Enfin, okay, c'est comme le Mika, d'ailleurs ils en parlent, hein, c'est comme le Mika avec le Proof of Work et avec le Bitcoin. Heureusement que ça avait été refusé dans la forme actuelle. Mais c'était de dire on va leur mettre des bâtons dans les roues tellement chiants qu'ils vont arrêter de l'utiliser. En fait, et puis après ils diront dans la communication officielle, ah non, on n'a pas interdit, on régule simplement. Mais ouais, mais du coup, vous voyez le truc. Et du coup, là où ils veulent en venir, c'est que d'après ce document, donc là je vous lis le truc, les ministres nationaux qui se réunissent au sein d'un organe connu sous le nom du Conseil de l'UE, donc c'est le Conseil de l'UE, ils veulent empêcher les rivaux, donc là ils parlent des stablecoins, d'agir s'ils deviennent trop populaires. Selon les plans, les régulateurs pourraient ordonner, donc là c'est important, ils pourraient ordonner aux émetteurs de tout stablecoin dépassant 200 millions d'euros et, donc en plus il y a 2 conditions, c'est 200 millions d'euros et 1 million d'euros de transactions par jour, ou 1 million de transactions par jour, je pense qu'ils parlent en euros, par jour, de cesser les émissions jusqu'à ce que les chiffres reviennent sous ce seuil. Ça veut dire qu'en fait on pourrait passer d'une phase où il y a quelques gros stablecoins qui prennent les parts de marché à plein de petits stablecoins qui pourraient avoir leur place. Puisqu'en fait, ils voudraient limiter les choses. Donc à la fin, on se retrouvait avec plein de petits stablecoins. En Europe, j'entends. Donc en fait, tout ça... bon, je vais pas vous lire, mais en gros, tout ça, ça avait fait suite à ce qui s'est passé sur l'UST, le gros problème et tout ça. Et donc, c'est aussi une transaction parfaite parce qu'en fait, où on en est sur l'UST et le Luna, en fait, là, j'ai été sur le Twitter officiel du projet. Et en fait, dans le projet, ils ont épinglé un tweet. Ils ont dit un post-mortem de tout ce qui s'est passé est en cours. Donc, notez bien post-mortem, ok ? Parce que quand ils disent post-mortem, ok, c'est du latin, le mot post-mortem. Post, ça veut dire après. Et mortem, ça veut dire la mort. Ok ? Donc, ça veut dire que après la mort du Luna. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est le Terra UST, le projet officiel dit, vu qu'ils font un post-mortem, ça veut dire qu'ils estiment que leur projet est mort. Voilà. Donc la conclusion elle est là, le projet est mort. Ok, donc moi au moment, en fait, dans la dernière vidéo, il y a 5 jours, une semaine, honnêtement, je pensais qu'ils allaient repeg, qu'ils allaient réussir à regagner le peg et tout ça, avec le temps, etc. Mais il y a eu un bank run tellement gros
qu'au final, bah, ils n'ont jamais réussi à reprendre le peg. Donc moi j'ai pris une perte, voilà, j'assume comme un grand, j'ai voulu prendre un risque, j'ai pris le risque, j'ai perdu, c'est la vie. Donc voilà, c'est comme ça, mais en gros, s'il y a un post-mortem, ça veut dire que le projet est mort. Ok, donc pour tous ceux qui achètent encore du Luna ou de l'UST, juste faites gaffe, parce que c'est pas moi qui l'a dit, mais le projet officiel a dit que c'était mort. Ok, et vu que c'est mort, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Donc là, il y a 3 jours, ils ont publié un proposal, une proposition de faire renaître le projet. Ok, donc le projet est mort, c'est eux qui le disent, et ils veulent le faire renaître. Sauf que ils veulent le faire renaître, donc en fait ils veulent recréer, donc fini l'ancien truc, et ils veulent recréer un nouveau. Donc ça sera un nouveau Luna qui veulent en recréer 1 milliard de jetons et distribuer 40%, 40%, 10, selon ceux qui détenaient des jetons. Enfin, à la limite, je vais pas m'attarder sur les conditions et tout ça, même si je pourrais le faire, mais c'est pas très important. Moi, ce que je veux vous dire, c'est on prend du recul, on regarde ce qui se passe, et en fait, dans le projet qu'il veut faire, il veut complètement abandonner l'UST. Donc en fait, le projet Luna, en fait, tout l'enjeu du projet, c'était qu'ils aient le stablecoin qui fonctionnait bien et qui rapportait de la monnaie. Au final, le truc, il a explosé en plein vol. Stablecoin algorithmique avec 0 collatéral, c'était le risque et c'est ce qui est arrivé. Donc l'UST c'est dead, le Luna c'est dead et ils veulent le faire renaître. Mais pas pour relancer l'UST, c'est ça que je veux vous dire. Pas pour relancer l'UST, mais pour préserver la communauté et l'écosystème des développeurs. Tout simplement. En gros, ils veulent continuer la DeFi et tout, mais ils veulent carrément stopper l'UST. Donc en fait, ils veulent faire autre chose. Mais du coup, le Luna, il sert à rien. En fait, même le nouveau Luna, il servira à rien. Puisque en fait, l'ancien Luna, il servait à réguler le stablecoin algorithmique. Mais du coup, le nouveau, il servira à rien. Juste à relancer le projet et à faire d'autres choses avec, etc. et tout. Et à essayer ceux qui étaient dedans, à essayer de récupérer ce qu'ils peuvent. Voilà. Voilà en gros ce qu'ils veulent faire. Mais comme je vous dis, je ne m'attarde pas sur les détails, sinon ça va durer 3 heures. Suite à ça, moi je vous fais la chronologie de ce qui se passe. Suite à ça, il y a CZ, donc le patron de Binance. Alors lui, là je vous donne un avis à titre perso, ça n'engage que moi. Lui devrait arrêter de donner son avis parce que des fois c'est bien ce qu'il fait, mais des fois c'est pas forcément bien non plus. Il devrait laisser les choses se faire. Mais du coup, au final, il dit à peu près ce que je pense, mais comme lui, moi c'est pas grave, moi ça a aucun impact. C'est juste un petit youtubeur isolé dans sa chambre qui fait son truc. Mais lui, il a un gros impact. Et en fait, du coup, il devrait faire attention quand même à la manière dont il formule les choses, parce que il dit des choses, mais en même temps, il fait aussi la pluie et le beau temps sur ces cryptos-là. Puisqu'en fait, quand il décide de lister, de délister, de re-relister et de re-redélister, bah en fait, ça a un impact, ça, sur les prix. Quand il liste ou qu'il déliste, bah ça a un impact. Et lui, Binance, ils ont aussi des tokens. Donc faut qu'il fasse quand même attention quand même aux conflits d'intérêts et tout ça, je trouve. Ça peut être un peu dangereux. Voilà, c'est jouer avec le feu, on va dire ça comme ça. Donc lui il dit, alors je vous lis, opinion, parce que c'est important, hein, c'est très important, son discours a un impact quand même. Donc il dit, opinion personnelle, cela ne fonctionnera pas. Donc la renaissance de ce que je viens de vous expliquer, là, il dit que ça ne fonctionnera pas. Il dit que donc le fork ne donne aucune valeur au nouveau fork. C'est un vœu pieux. Alors ça doit être wishful thinking, c'est un truc en anglais, enfin ça on s'en fout. Mais il dit on ne peut pas annuler toute la transaction après un ancien snapshot, à la fois en chaîne et hors chaîne. Et après il dit où sont, en fait je vous fais la chronologie et vous allez voir où je vais en venir. Ils disent où sont tous les BTC qui étaient censés être utilisés comme réserve. Ok, et donc on continue la chronologie de ce que je suis en train de vous expliquer. Donc suite à ça, et tout ça c'est dans le temps, hein. Suite à ça, après le discours de CZ, suite à ça, qu'est-ce qui se passe ? Il y a la communauté, il y a des gens de la communauté, et je vous rappelle que en fait le projet de relance, le fameux projet de relance, c'est pas lui qui l'a créé, c'était un gars de la communauté. Et en fait il reprend juste les idées de la communauté pour refaire le truc. Donc après, là il y a suite au truc de Binance où il dit où sont tous les BTC qui étaient en réserve. Du coup qu'est-ce qui se passe ? Il y a la communauté qui commence à refaire d'autres proposals
sur Luna, et la communauté, ils disent, bah écoutez, ouais, effectivement, vu que Luna, ils ont toujours la monnaie, ils ont toujours les BTC, puisqu'on ne sait pas s'ils les ont vendus ou s'ils les ont pas vendus, donc vu qu'ils ont toujours la monnaie, il faut qu'ils nous rendent la monnaie. C'est ça qu'ils disent en fait la communauté. Fatman dans son truc et tout. Et donc là, du coup, le gros pavé là qu'il y a, en fait, il explique que vu que vous avez encore la monnaie, eh ben la Luna Foundation, je sais plus comment ça s'appelle, la LFG là. Alors comment ça s'appelle? Foundation Guard, la LFG, la Luna Foundation Guard. Vu que la communauté dit, vu que vous avez toujours la monnaie, eh ben on va faire une proposition, nous la communauté, pour dire comment vous allez redistribuer la monnaie, puisque c'est un projet qui est gouvernance décentralisée, etc. Donc écoutez bien, c'est très intéressant. Donc là il dit voilà, vu que vous avez 1 milliard, 1,5 milliard, vous pouvez rendre la majeure partie des fonds principalement aux petits wallets, et vu qu'il y a 10 ou 15% des wallets qui possèdent presque tous les milliards, on va rembourser les petits, et du coup on va rembourser entre 90 et... en fait il y a 100 adresses qui possèdent 92% des fonds. Donc en remboursant 8% des fonds, en réalité on rembourse 99%, en fait on rembourse tout le monde quasiment, d'après ce qu'ils disent. Donc, donc ils disent qu'il faut rembourser tous les wallets avec 250 000 ou moins. Enfin bref, il fait un plan pour rembourser les gens bien comme il faut et tout. Ok ? Donc suite à ça, donc là c'est à ce moment-là, tout le monde pense que la LFG, la Luna Foundation Guard, ils ont encore la monnaie. Vu qu'ils ont la monnaie, il faut qu'ils la rendent. Et on va discuter comment ils vont la rendre, etc. Et tout ça, c'est impulsé par Binance, parce que si vous regardez le truc, en fait... il demande où sont les BTC, il y avait une proposal, lui Binance il a vu ça, donc Binance il demande où sont les machins, donc du coup ça continue et tout, et derrière il y a Vitalik Buterin, il poste un tweet et il dit effectivement, donc ça c'était le 14 mai, donc c'était il y a 2 jours, il dit ouais effectivement il faut rendre la monnaie aux petits, d'abord aux petits investisseurs plutôt que de donner aux L, donc toute la cryptosphère mondiale, enfin ceux qui ont de l'influence, disent effectivement il faut rembourser d'abord les petits avant de rembourser les gros. Tout le monde a l'air de se mettre d'accord à peu près là-dessus. Et là, écoutez bien, c'était là il y a 2 heures. Il y a 2 heures, là il y a un trade de la LFG qui sont censés avoir les milliards. Donc vous voyez, c'était il y a 2 heures. Hein. Je vous apporte un truc frais. Et donc il disait le 7 mai, donc au début des problèmes, la Luna Foundation Guard avait dans sa réserve 80 394 BTC, 39 000 BNB, 26 millions d'USD, 23 millions de USDC, 2 millions d'AVAX, 700 000 UST et 1,7 million de Luna. Et donc il explique et tout, qu'ils avaient dépensé, ils ont dépensé les UST, les USDT, les USDC, donc c'est-à-dire 50 millions, ils les ont dépensés pour maintenir le PEG. Et puis après, ils ont dit qu'ils ont vendu, donc ils ont transféré 52 000 BTC et ils en ont vendu une bonne partie pour un montant de 1,5 milliard. Après, il continue, il dit qu'ensuite, ils ont vendu 33 206 BTC pour 1,1 milliard. Donc en fait, ils ont vendu le BTC. C'est ce qu'ils disent, hein. Ils ont vendu le BTC. Ils ont acheté de l'UST. Et l'UST, ils l'ont mis dans le protocole, dans l'algorithme, pour brûler les UST, pour recoller au PEG. Et du coup, ça a inondé de Luna. Et du coup, c'est pour ça que le Luna, il est tombé à 0. Parce que tout le monde récupérait les trucs. Et c'est normal, ça a fait un effet... ça a suivi une courbe algorithmique. Parce qu'en fait, avec un UST de brûlé, on récupère $1 en Luna. Donc en fait, au début, quand il n'y en a pas beaucoup, ça va. Mais en fait, après, ça fait une courbe exponentielle, et vu que ça arrive beaucoup, et en fait c'était ça, moi je pensais qu'ils allaient repeg, et en fait vu que c'est suivi une courbe exponentielle, en fait tout s'est pété la gueule, c'est arrivé à 0. Et vu que c'est arrivé à 0, à la fin du tweet, il explique, donc c'était il y a 2 heures, que as now, donc à ce jour, maintenant tout de suite, les réserves restantes sont de 313 BTC. Donc en fait, et 40 000 BNB, et 2 millions de AVAX. Donc en fait, en gros, ils disent, il nous reste plus rien.
Voilà. Donc, quand tout le monde fait des plans en disant, alors lui, il veut relancer le truc et tout, mais il a plus rien. CZ, il dit, où ils sont tous les BTC? Donc, bah là, ils viennent de répondre. Vitalik Buterin qui dit, ouais, faut redonner aux petits et tout. La Proposal qui dit, bah, il faut redistribuer les fonds et tout. Mais là, il y a 2 heures, ils ont dit, les fonds, on n'en a plus. On n'a plus rien. Donc, c'est zéro. En fait, du coup, c'est fini, en fait. En gros, ils peuvent plus rien redistribuer puisqu'il y a quasiment plus rien. Alors, je dis plus rien, il y a quand même quelques millions hein, avec ces 3 tokens-là, sachant que l'UST et le Luna, ça vaut zéro. Donc, il leur reste ça, mais ils vont pouvoir rembourser personne avec ça. Suite à ça, donc ils continuent. Avec ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, ils vont dire, tous les actifs seront retournés aux wallets qui sont tagués dans ce truc-là. Et donc, en fait, on voit là, d'ailleurs, les BTC ont disparu au final. Parce que là, on voit qu'il reste que les AVAX, les BNB. Mais par contre, il n'y a pas de trace des BTC là-dessus. Donc, ils sont certainement sur un exchange ou autre part. Et du coup, ils vont les redonner aux wallets qu'ils ont prévu, qui est dans la liste de ce site-là. Donc, shortly, alors on va le mettre en français. C'est-à-dire, sous peu, le Luna précédemment jalonné et non lié sera restitué dans 20 jours. Ouais, mais ça vaut zéro. Donc voilà. Et après, ils disent, la fondation cherche à utiliser les actifs restants pour indemniser les utilisateurs restants. Les petits détenteurs en premier. Bah oui, ils ont écouté la communauté, ils ont écouté CZ, ils ont écouté Vitalik Buterin, ils ont écouté tout le monde. Et du coup, ils vont redistribuer ce qui reste à tout le monde. Mais le problème, c'est qu'il ne reste plus les milliards. Les gens, en fait, tout le monde pensait qu'il restait l'équivalent de entre 1 et 2 milliards. 1,5 milliard. C'est-à-dire, je ne sais plus combien, je crois 10 000 BTC, un truc comme ça. Enfin, tout le monde pensait qu'il restait un gros montant de BTC. Mais en fait, il n'y a plus rien. En fait, il y a quelques millions. Mais si, du coup, ils vont réfléchir à rembourser les gens, mais ils ne vont pas rembourser grand monde au final. Donc voilà. Et donc ça, c'est la story Luna. Donc tout est dead, en fait, en réalité. C'est la story Luna. Et maintenant, vous avez la chronologie complète. Et ce qui est intéressant, c'est le tweet de Kim Jong-un. Non, Kim Young-ju. De Kim Young-ju. Alors, Kim Young-ju, c'est le patron de CryptoQuant. CryptoQuant, c'est un site qui donne des données on-chain. En fait, ils font des graphiques comme ça avec des données sur la blockchain et tout. Et lui, il a fait un tweet qui est franchement très intelligent. En fait, il a montré qu'il y a eu un afflux global sur les échanges à un jour précis. Et effectivement, c'est le jour où la Luna en fait, a envoyé ses BTC sur les échanges. Donc, il y a eu un afflux historique de BTC qui est arrivé d'un coup sur les échanges. Donc, mais c'est tout à fait normal puisque c'est Luna qui les a envoyés. Et vu qu'ils avaient une énorme réserve, comme il disait dans le tweet, là au début, ils avaient 80 000 BTC en réserve, bah en fait, vous le voyez ça dans les graphiques on-chain, où on voit que là, à gauche, en vert, ce que je vous montre en vert, bah en fait, c'est le nombre de BTC qui est arrivé sur les échanges. Donc on voit que ça a dépassé les 80 000. Et on voit que le chiffre, il est précis, hein, parce que là, c'est sur Gemini. Ils ont envoyé ça sur Gemini, et après, on peut faire la même chose avec Binance et tout ça, mais sur Gemini, c'est là où ils les ont envoyés. Et en fait, quand on regarde au tout début combien ils avaient, bah, ils avaient 80 394. Et sur les données on-chain, on voit que le total de tout, bah, ça fait à peu près un peu plus de 80 000, parce qu'il y a les 80 000 de Luna, mais il y a aussi celui des gens, donc le volume habituel qui se trouve tout en bas. Donc en fait, il faut ajouter le volume habituel, qui est à peu près ça, et tout le reste, c'est Luna. Donc en fait, quand il y a eu un afflux massif, donc ça c'était le 7 mai, c'était le 7 mai, je crois. Oui, c'est ça, c'était le 7 mai, donc à partir du 7 jusqu'au 10, mais c'était le 7 mai. À partir de ça, en fait, ils ont envoyé tous les BTC, et maintenant on sait qu'ils les ont vendus, puisqu'ils l'ont dit dans le tweet. D'ailleurs, on va le voir. Hop. Est-ce qu'ils mettent la date à laquelle ils ont vendu? C'est ce que je cherche. Ouais, le 8 mai. Donc ça, c'était, comme là, je viens de dire, c'est entre le... Il m'avait dit quoi? Entre le 7 et le 10. Donc là, lui, il dit que c'est le 8, donc ça correspond bien. Donc c'est ça, en fait, c'est les BTC de Luna qui sont arrivés sur la... on les a vus partir de la blockchain pour arriver sur des échanges. Et au final, la conclusion de ce que je veux vous dire, c'est que quand la LFG... Donc là, ils viennent de confirmer qu'ils ont vendu les 80 000 BTC. Et le vendeur, c'est qui? C'est LFG, donc Luna. Et les acheteurs, c'est qui? Donc il y a eu un transfert de holder. Hein, les bitcoins ont changé de main. Et il est passé de la main de Luna, la fondation,
jusqu'aux mains des acheteurs. Et les acheteurs, c'est qui? C'est des institutions, donc des gros fonds, des gros investisseurs, etc. Et qui sont principalement sur Coinbase. Donc voilà, donc on a un grand transfert de richesse qui est en train de se produire entre toute la communauté qui s'est fait rect, et j'en fais partie. Hein. Mais moi, j'assume, voilà, je savais qu'il y avait ce risque-là. Moi, de toute façon, j'ai ma règle de un tiers, un tiers, un tiers. J'avais pas mis tous mes stablecoins. Ça fait chier, j'ai pris une belle perte. C'est la vie, voilà. J'ai voulu jouer avec le feu. Bah, je me suis brûlé les doigts. Hein. Donc voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Et du coup, en fait, maintenant, on a les acheteurs, les BTC sont passés dans la main des gros investisseurs. Et on voit que le BTC, il avait beaucoup baissé, mais au final, il s'est maintenu sous le gros support long terme des 28 000. Donc je me dis, peut-être que c'est notre support, enfin, ce que moi j'appelle support anti-bear market, peut-être qu'on va le tenir, ce support anti-bear market. Puisqu'on a eu des grosses institutions, ils ont acheté des milliards. Nayib Bukele a acheté aussi. Michael Saylor, je sais plus. Il me semble que oui, mais je suis pas sûr. Mais Nayib Bukele a acheté, donc peut-être que on pourrait au moins avoir un rebond et si possible une reprise. Mais souvenez-vous, on est quand même dans une spirale un peu négative au niveau macroéconomique. C'est-à-dire Covid, guerre, crise alimentaire, hausse des prix, inflation et les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, c'est ce qui fait le plus mal en réalité. Parce qu'en fait, la guerre, ça catalyse tout, etc. Mais à la fin, le pire de tout pour les cryptos, c'est les taux d'intérêt. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les taux d'intérêt, ils font que les gros investisseurs, bah, ils vont pas se faire chier à prendre du risque pour gagner 3, 4, 5%. Puisqu'ils peuvent les gagner sans avoir aucun risque en achetant des obligations d'un truc qui est sûr et de dormir tranquille. Donc eux, ils prennent plus de risques. Donc en fait, même qu'est-ce qu'ils font ? Les institutionnels qui sont sur les actifs à risque, bah, en fait, ils changent leurs actifs. Donc c'est-à-dire tout ce qui est crypto, bourse, etc. En fait, ça passe de ces marchés-là au marché des obligations. Mais c'est pour ça que je dis bien toute chose à une fin. Mais la guerre va bien, je pense, se terminer un jour. Et le jour où elle se termine, on pourrait avoir un pricing inverse, une bougie de l'enfer vers le haut et style plus 30, plus 40, plus 50 sur le BTC, ça ferait plaisir à voir. Mais pour l'instant, on en est loin et on voit pas la fin encore de ces trucs-là. Et c'est pour ça qu'on est dans un truc qui est incertain et que c'est très dur à vivre et je suis d'accord avec vous. Donc voilà, j'espère que tout ça vous a plu. Si ça vous a plu, je vous propose de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Je suis dispo sur Twitter si ça vous intéresse. Je vous dis à bientôt, c'était un plaisir. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.